on a fait toute une découverte. On a trouvé un paradis fiscal à 1 heure de Montréal. Et ce soir, on vous dit qui en profite. Bienvenue à Enquête. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, en deuxième partie d'émission, on vous propose un reportage sur le sucre. En fait, sur l'industrie alimentaire qui ajoute du sucre dans à peu près tous nos aliments. Miam! Ouais. Ça rend nos aliments, évidemment, meilleurs au goût, plus croustillants, plus onctueux, mais c'est vraiment en train de causer un grave problème de santé publique. Alors, que peuvent nos gouvernements pour contrer la puissante industrie du sucre? Ça reste à voir. Bonne question. Mais d'abord, Marie-Maude, une des boutiques hors taxes que je connais, c'est celle de La Colle, où on peut acheter des produits de luxe, par exemple du parfum ou même du cognac, sans payer de taxes, bien sûr. Eh bien, au cours de mon reportage, j'ai découvert qu'on pouvait acheter des choses pas mal plus chères que ça. Pourquoi pas un voilier d'1 million de dollars. Sans payer de taxes? Sans payer de taxes. En pratique, il faut payer de la taxe sur absolument tout. Mais dans les faits, il y a plusieurs marinas de la région du lac Champlain qui ont mis au point une combine qui permet à plusieurs plaisanciers canadiens d'éviter les taxes en achetant de luxueux bateaux. Nous sommes aux États-Unis. Nous roulons vers West Chazy, un village dans l'État de New York, au bord du lac Champlain. Nous avons rendez-vous avec un homme qui nous a mis sur une piste intéressante. Tom Dragoon est un douanier américain à la retraite. Il possède un chalet au bord du lac, près d'une marina. L'été, c'est rempli d'un bout à l'autre de la baie. Cette marina et les centaines de bateaux qu'elle attire l'été l'enragent. Il se sent envahi parce qu'il dit être un grand camping flottant. C'est la baie de Monaco, ici. Puis, il y a aussi l'ancien douanier en lui qui bouille. Tom Dragoon prétend que les propriétaires de bateaux canadiens ne payent aucune taxe sur leurs luxueuses embarcations. C'est comme une grande boutique hors taxe ici. Mets ton bateau d'un demi-million dans le lac Champlain et voilà, c'est hors taxe. C'est comme le Far West. Tout le monde est bien gras et satisfait. Si c'est vrai, on aurait donc un paradis fiscal à 1 heure de Montréal. Bienvenue au lac Champlain. Retour en septembre, au début de notre enquête. Nous roulons vers Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, une petite municipalité à la frontière du Québec et de l'État de New York. Nous visitons les marinas pour vérifier s'il est vrai qu'on peut acheter un bateau sans payer les taxes. Donc ça, c'est le 37 pour le budget. On parle de 2,65. Okay. Si on regarde le nouveau 38, 2 barres à roues, complètement ouvert, 300 000. On vend ici des produits de luxe. Ces yachts motorisés dépassent le $1 million. Et il n'est pas rare que les marinas de Saint-Paul vendent des voiliers comme ceux-ci. Voici un Beneteau d'une valeur d'1 demi-million de dollars. Normalement, les taxes s'élèveraient à 75 000 $. Et s'il a été fabriqué en Europe, il faudrait ajouter des droits de douane, environ 45 000 $. Le bateau d'1 demi-million coûterait donc 620 000 $. Mais pas à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Mais il faut que j'ajoute les taxes à ça, quand même. Il n'y a aucune taxe. Il n'y a aucune taxe parce que le bateau, c'est un bateau canadien qu'on vous vend. Il va être enregistré au port de Montréal. On vous livre le bateau, donc il n'y a pas de taxe parce qu'on vous livre aux États-Unis sur le lac Champlain. Il semble donc possible d'acheter un bateau sans taxe si la marina exporte le bateau aux États-Unis. Si je le laisse sur le lac Champlain, Jamais vous n'avez payé de taxe. Jamais, jamais. Et c'est pour ça qu'il y a 40 marinas du lac Champlain, côté lac Champlain, qui jouent entre 300 et 600 bateaux. C'est tous des Québécois qui sont là. Beaucoup de Québécois sur le lac Champlain, nous sommes allés voir. La quasi-totalité du lac de 1200 km² se situe aux États-Unis, partagé entre l'État de New York et le Vermont. Mais les bateaux sont canadiens pour la grande majorité, du moins en apparence.
Des bateaux souvent très impressionnants. Combien de propriétaires n'auraient jamais payé de taxes ni de droits de douane à l'achat de leur yacht ou de leur voilier? Combien d'argent échappe au gouvernement? Nous appelons les 3 marinas à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Qu'ont-elles à dire à propos de la vente sans taxes ni droits de douane? Aucune n'a voulu nous parler devant la caméra. Au téléphone, les 3 nous assurent que la pratique est parfaitement légale. Toutes nous assurent qu'elles ont même la bénédiction des autorités. Est-il possible que les autorités cautionnent cela? Nous appelons Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada. En effet, il n'y a pas de taxes ni de droits de douane à payer sur un bien au Canada si celui-ci est exporté dans un autre pays. Nous nous présentons au poste douanier sur la rivière Richelieu. C'est le point de contrôle pour tout bateau en provenance de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix qui veut aller en eau américaine sur le lac Champlain. Je m'apprête à acheter un bateau. On nous confirme que l'exportation des bateaux respecte les règles. Il suffit de remplir un formulaire. C'est la marina qui va le C'est la remplir. marina? Oui. Qui fait le... Parce que c'est elle qui exporte le bateau pour vous. Okay. Et vous en prenez possession une fois rendu aux États-Unis. Donc, à ce moment-là, vous n'avez plus le droit de naviguer en eau canadienne, jamais. Dans le sens, jamais jusqu'à ce que vous ayez payé les taxes. Une fois qu'il est au lac Champlain, vous ne pouvez pas venir naviguer, vous promener dans les eaux canadiennes. OK. Les marinas disent donc vrai. Dans la mesure où elles exportent le bateau aux États-Unis et que le bateau reste là, il n'y a pas de taxes ni de droits de douane à payer au Canada. Le scandale que Tom Dragoon dénonce n'en serait donc pas un? Mais n'est-ce pas trop beau pour être vrai? Des bateaux de plusieurs centaines de milliers de dollars sans taxes. Notre enquête prend une autre tournure lorsque nous obtenons des documents très révélateurs. C'est une chaîne de courriels datée du 14 août. La chaîne commence avec Christine Gosselin, une des propriétaires de la marina Gosselin, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Bonjour, Monsieur Guimont. Elle écrit directement à un important sous-ministre à Ottawa. François Guimont est responsable, entre autres, de la GRC, du SCRS et de l'Agence des services frontaliers. Et c'est justement avec les douanes qu'elle a un problème. De sources sûres, les douaniers s'apprêtent, dès la semaine prochaine, à ne plus laisser entrer de bateaux hors taxe au Canada, à moins d'obtenir des directives écrites d'Ottawa. En plus de vendre des bateaux, les marinas offrent un service de réparation et d'entreposage pour l'hiver. Mais comme on l'a vu, les bateaux ne doivent jamais revenir en eau canadienne, sinon les taxes doivent être payées. Pour contourner ce problème, les marinas du Québec proposent à leurs clients d'importer temporairement leur bateau au Canada. Normalement, un petit formulaire de la douane et le tour est joué. Mais l'automne dernier, cette façon de faire semblait compromise. L'ensemble des marinas de notre région subira d'énormes pertes de revenus. C'est une catastrophe. Est-il possible de relancer les personnes concernées? Le courriel de la propriétaire de la marina Gosselin chemine de façon étonnante. 6h24, elle l'envoie au sous-ministre. 8h51, le sous-ministre le fait suivre directement à la présidente de l'Agence des services frontaliers du Canada. 10h26, la présidente le fait suivre à 3 subalternes en parlant de la demande de M. Guimont. Voilà que la demande de la marina Gosselin est devenue celle du sous-ministre lui-même. Le jour même, la demande se répand dans l'organisation par 5 nouveaux messages, maintenant marqués « prioritaires ». Une conférence téléphonique est organisée. 24 personnes sont impliquées pour régler le problème de la marina Gosselin. Un détail a aussi retenu notre attention. Quand le sous-ministre fait suivre le courriel à la présidente de l'Agence des services frontaliers, il précise qu'il se récuse. Mais pourquoi se récuse-t-il? Comment se fait-il que la marina Gosselin a un accès direct à ce sous-ministre? Sur son compte Twitter, on voit qu'il pratique la voile. Y a-t-il un lien? Si vous voulez en savoir davantage sur le sous-ministre et son bateau, revenez-nous après la pause.
Retour chez Tom Dragoon, le douanier américain à la retraite qui nous a mis sur la piste des bateaux hors taxe. Nous sommes venus lui montrer un document interne de l'Agence des services frontaliers du Canada que nous avons obtenu. C'est un courriel écrit par un fonctionnaire de l'agence à une dizaine de ses collègues. Good afternoon. La division des opérations liées aux voyageurs aimerait solliciter votre aide pour assurer le suivi au sujet d'un problème inquiétant. Le courriel, en anglais, détaille toutes les étapes d'un système qui permet d'éviter les taxes. Et ça ne serait pas aussi légal qu'on nous l'avait dit. Les vendeurs de bateaux canadiens vendent des embarcations à des Canadiens aux fins d'exportation. D'abord, comme on le sait déjà, la marina canadienne exporte le bateau aux États-Unis. Nous pensons que les vendeurs orientent les acheteurs pour que ceux-ci prétendent exporter le bateau afin d'éviter sciemment de payer les taxes de vente. Le bateau est aussi enregistré auprès de Transport Canada et porte un numéro d'immatriculation canadien, comme une vendeuse nous l'avait dit. Vous voyez, les frais de notaire pour l'enregistrement du bateau à Transport Canada, c'est nous qui s'occupons de ça. D'accord. Vous n'avez pas à vous occuper d'enregistrer votre bateau, nous, on s'en occupe. Puis, le courriel nous révèle le poteau rose. La combine est complétée quand le bateau passe aux douanes américaines. L'acheteur informe les douanes américaines qu'il sera en eau américaine pour la saison estivale. Il ne fait aucune mention qu'il importe son bateau de façon permanente aux États-Unis. Voilà donc ce qui se passe selon l'Agence des services frontaliers. Le bateau est exporté du Canada, mais aux Américains, on raconte une toute autre histoire. Quand le bateau arrive à la douane américaine, il a un numéro d'immatriculation canadien. Le nom et les documents indiquent qu'il est canadien. Et qu'est-ce qu'ils disent aux douaniers? On s'en va à une marina aux États-Unis, juste pour l'été. Voilà la combine. On dit aux autorités canadiennes qu'on exporte le bateau, mais on ne dit jamais aux Américains qu'on a importé un bien. Dans ce cas-ci, on est vraiment dans une connivence qu'on explique à l'acheteur. On va s'assurer d'un côté du Canada, par exemple, que les taxes de vente ne vont pas s'appliquer parce qu'on va l'exporter. Marois Risky est membre des barreaux du Québec et de l'État de New York. Elle enseigne la fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Mais de l'autre côté de la frontière, on ne procédera pas à l'importation, donc vous ne payerez pas les droits de douane, le cas échéant, ni les taxes de vente applicables. Et ça ne fonctionne pas selon la fiscaliste. La règle est simple. Si l'acheteur ne paie pas de taxes au Canada, il doit en payer aux États-Unis s'il reste sur le lac Champlain. Dans l'État de New York, après 90 jours, le bateau devrait être immatriculé par l'acheteur, le propriétaire du bateau. 8,5 % de taxes de vente vont être applicables. Par exemple, pour un bateau de 600 000, ça représente environ plus de 50 000 $ de taxes de vente qui devraient être remis à l'État de New York. Donc, pour la fiscaliste, si certains aspects du processus pris séparément sont légaux, l'ensemble du processus pourrait être frauduleux. Si vous expliquez à Revenu Québec votre stratagème complet, je serais fortement étonnée qu'ils arrivent à la conclusion que tout ça, c'est légal. À ses yeux, les marchands et les acheteurs profitent du fait que les différentes autorités impliquées n'échangent pas leurs informations. Présentement, tant qu'il n'y a pas d'échange de renseignements et de communication, ça va permettre uniquement aux vendeurs canadiens ainsi qu'à l'acheteur canadien de bénéficier d'un produit qui est non taxable, alors qu'il devrait l'être. Selon le courriel, il y aurait 600 bateaux dont les taxes n'ont jamais été payées sur le lac Champlain. Tom Dragoon croit qu'il y en a beaucoup plus. C'est ridicule. Il y a déjà 700 bateaux juste ici. Il y a au moins 1000 bateaux de plus du côté du Vermont. Tom Dragoon avait donc vu juste. Les propriétaires de centaines de ces bateaux n'ont jamais payé les taxes et les droits de douane qu'ils devraient payer au Canada ou aux États-Unis. Certains l'ont fait, surtout parce qu'ils veulent naviguer ailleurs que sur les eaux du paradis fiscal du lac Champlain. Impossible de savoir à combien s'élèvent les pertes fiscales, mais elles sont assez importantes pour que le fonctionnaire de l'Agence des services frontaliers écrive ceci dans son courriel. Ce problème facilite et perpétue le non-respect des lois canadiennes et possiblement américaines. Il fait perdre d'importants revenus au Canada. Il faut mettre fin le plus tôt possible à cette combine.
Nous appelons l'agence pour savoir si elle mettra fin à cette combine. On refuse de nous donner une entrevue. Jusqu'à présent, aucune des autorités américaines auprès desquelles Tom Dragoon s'est plaint n'a agi. Il doit donc s'attendre à voir de nombreux yachts hors taxes canadiens devant chez lui l'été prochain. La propriétaire de la marina Gosselin, elle, a obtenu ce qu'elle demandait. L'automne dernier, à la frontière, nous avons vu les bateaux exportés rentrer au Canada. À Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, nous avons vu les marinas les sortir de l'eau et entreposer les bateaux. Aucune taxe n'a été réclamée. Le beurre et l'argent du beurre. Les acheteurs évitent les taxes, ce qui rend les prix de vente des marinas plus alléchants, et ils reviennent dépenser chez eux pour les réparations et l'entreposage. Mais au moment où on croyait notre enquête terminée, un détail retient notre attention. Dans la cour de la marina Gosselin, ce bateau qui attend l'hiver sur son berre. Un Beneteau de 47 pieds, fait en France. Un nom est écrit, F. Guimont. Le sous-ministre de la Sécurité publique s'appelle François Guimont. Au bureau, nous consultons le site de Transport Canada qui répertorie tous les bateaux immatriculés au Canada. L'Elysium est bel et bien la propriété du sous-ministre et de sa femme. Ils l'ont acquis en 2014 pour plus de 450 000 $. Les droits de douane et les taxes sur un tel voilier représentent plus de 105 000 $. Oui, allô? Oui, M. Guimont? Oui. Oui, bonjour, M. Guimont. C'est Marie-Maude Denis de l'émission Enquête à Radio-Canada. Vous allez bien? Oui. Se pourrait-il que le sous-ministre de la Sécurité publique du Canada, responsable de l'Agence des services frontaliers, n'ait pas payé les droits et les taxes sur l'Elysium? Moi, je fais exactement ce que la marina Gosselin demande par rapport à ce qui est permis, par rapport aux douanes, simplement. Mais est-ce que vous importez ensuite votre bateau aux États-Unis, officiellement, le faire immatriculer aux États-Unis? Écoutez, moi, j'ai fait ce qui doit être fait par rapport à la marina Gosselin, et ça serait à eux autres de répondre par rapport aux procédures qu'ils ont, par rapport à Douane Canada. Je trouve ça très surprenant, une réponse de la part d'un sous-ministre de se référer à une marina pour respecter la loi. Mais vous n'êtes pas conscient que c'est un peu une entourloupette, cette affaire-là? C'est à vous de demander à la marina Gosselin, simplement. Strange. Comme c'est étrange, hein? C'est la marina Gosselin qui gère les douanes canadiennes maintenant? Est-ce que Mme Gosselin a communiqué avec vous dernièrement? Dans quel sens? Pour vous sensibiliser à cette situation-là. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. L'Agence des services frontaliers a refusé notre demande d'entrevue, mais elle nous a fait parvenir cette déclaration très générale qui ne répond pas à nos questions. Par exemple, le propriétaire doit payer tous les droits et taxes applicables. L'Agence des services frontaliers a l'intention, au cours des prochains mois, de continuer à éduquer les propriétaires de bateaux étrangers et les marinas canadiennes en ce qui a trait au respect de leurs obligations. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Qu'est-ce que l'agence compte vraiment faire? Nous n'en avons aucune idée, mais cela ne laisse certainement pas entendre que l'agence va sévir ou même enquêter sur ces pratiques, qu'elle viendra brouiller l'eau du lac Champlain et importuner la croisière qui abuse. Après la pause, le puissant lobby de l'industrie du sucre. Pour certaines personnes, c'est du poison. Pour d'autres, c'est une bénédiction. Le sucre est l'objet de bien des controverses. Il est essentiel à l'alimentation, mais l'industrie en ajoute dans toutes les préparations, même les plus inattendues. Résultat, obésité, diabète, maladie cardiaque, un véritable problème de santé publique. Un problème que le gouvernement voudrait bien endiguer, mais comment s'attaquer à un produit aussi populaire?
Mexico. Ici, embouteilleurs et marchands de produits sucrés s'arrachent l'espace public. Même au Zocalo, les décorations de Noël sont aux couleurs de Coca-Cola. Mais au fil des ans, le Mexique est devenu un laboratoire vivant sur les conséquences néfastes du sucre sur la santé. 70% des adultes mexicains ont un surpoids ou sont obèses. Et maintenant, le système de santé est en train de s'effondrer au Mexique. Au Canada, l'industrie du sucre prend également les grands moyens pour séduire les consommateurs. I'm happily able to say that I'm officially a member of Team Gatorade. Ici, un Canadien sur 4 est obèse. Au lieu de se questionner pourquoi Santé Canada n'intervient pas de façon plus musclée sur le sucre, compte tenu qu'on sait les dommages que ça fait. La bataille du sucre, une guerre à finir entre les gouvernements et l'industrie. Le lobby du sucre, c'est un lobby qui est très, très, très puissant. Hein? On parle de milliards de dollars. Sur 20 000 aliments disponibles dans les épiceries, 16 000 contiennent du sucre ajouté. Le problème avec le sucre, c'est maintenant qu'il se retrouve dans pratiquement tous nos aliments transformés à l'épicerie. Même les aliments qu'on soupçonne le moins, comme le pain, les céréales, le yogourt, même les sauces à spaghetti qui se disent santé. Les sucres ajoutés sont problématiques. L'Organisation mondiale de la santé, la Fondation canadienne des maladies du cœur, diverses organisations médicales le disent. C'est un domaine mûr pour une cure de maigrissement. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'idéal est de ne pas dépasser 6 cuillères à thé par jour pour une femme et 9 pour un homme. Mais en réalité, du sucre, on en consomme trop, beaucoup trop. En une seule journée, on consomme facilement 3 fois plus de sucre ajouté que ce qui est recommandé. Ce que critique depuis des années Yoni Friedhoff, médecin et spécialiste en obésité. Des études suggèrent que le sucre puisse jouer un rôle dans l'apparition du diabète, de maladies cardiovasculaires, de maladies du foie. Et pour cause, le sucre raffiné s'est immiscé dans notre alimentation. Aux États-Unis, la consommation annuelle moyenne d'environ 2 kilos au début du 19e siècle atteint aujourd'hui plus de 40 kilos par habitant. Et nos corps ont grossi au même rythme que notre consommation de sucre. La quantité de sucre ajouté qu'on a malheureusement développée dans notre consommation a dépassé une limite que le corps n'est plus capable de compenser par d'autres mécanismes naturels, d'où l'apparition de tous ces effets-là néfastes sur la santé. Sans compter le coût astronomique en soins de santé associé à l'obésité. 7 milliards de dollars par année au Canada seulement. Julie Saint-Pierre est pédiatre et expert conseil à l'American Heart Association. Tous les jours dans sa clinique, elle constate les ravages causés par le sucre. Nos épidémiologistes soutiennent de façon très sérieuse que plusieurs de ces maladies-là associées à l'obésité vont créer non seulement des conséquences économiques importantes en termes de soins de santé, mais vont malheureusement contribuer au déclin de l'espérance de vie chez nos jeunes. Si la tendance se maintient, nos enfants pourraient avoir une espérance de vie plus courte que la nôtre. Au Canada, les jeunes de 9 à 18 ans consomment en moyenne un demi-litre de boissons sucrées par jour. Corinne Voyer, Coalition québécoise sur la problématique du poids. On sait que la seule consommation quotidienne d'une boisson sucrée va augmenter de 60 % le risque pour un enfant de devenir obèse. Le sucre liquide a un effet très néfaste sur la santé, bien documenté. Ça rentre tellement vite dans l'organisme que c'est le foie qui métabolise ce sucre-là et ça crée un foie gras et d'autres organes gras. 184 000. C'est le nombre de décès attribuables chaque année à la consommation excessive de boissons sucrées dans le monde. Et c'est ici au Mexique qu'on en compte le plus, 24 000 décès par année. Bien malgré lui, le Mexique est devenu un laboratoire vivant sur les conséquences néfastes du sucre sur la santé.
C'est très clair. Quand on observe la croissance de la consommation des boissons sucrées, on constate aussi la croissance des cas d'obésité, de diabète et autres problèmes. Il n'y a donc aucun doute. Les boissons sucrées sont un des plus importants facteurs dans le problème de l'obésité et du diabète au Mexique. Du comptoir à tacos au restaurant 5 étoiles, les boissons sucrées sont sur toutes les tables. Nous avons une grande affection pour le Coca-Cola, mais surtout froid. Au Mexique, la consommation de boissons sucrées commence à un très jeune âge. Les statistiques montrent, par exemple, qu'à l'âge de 3 mois, environ 50% des bébés ont déjà consommé des boissons sucrées. Résultat, le Mexique a le plus haut taux d'obésité infantile au monde, 31%. Et la situation n'est guère plus reluisante ici. En 2016, au Canada, 1 personne sur 4 est obèse. Et comme au Mexique, le sucre en serait en partie responsable. 80% pratiquement des produits qu'on achète actuellement contiennent du sucre. Alors, c'est certain qu'actuellement, l'enjeu est énorme là, pour le secteur. Le secteur, c'est l'industrie agroalimentaire qui tire avantage de notre dépendance au sucre. C'est comme un encan, hein? Si un ajoute le sucre, bien, l'autre va vouloir ajouter plus de sucre pour que le goût soit plus attrayant, pour développer une part de marché. Christopher Findlay teste des aliments pour l'industrie depuis plus de 30 ans. De tous les ingrédients qu'on ajoute aux aliments transformés, le sucre est de loin le plus simple à utiliser. Disponible sous plus de 60 noms différents, le sucre est un ingrédient clé du développement des aliments. D'un point de vue économique, le sucre est un ingrédient relativement bon marché, qui n'a pratiquement pas d'impact négatif sur l'appréciation d'un aliment. Ajouter du sucre devient donc un choix facile pour un développeur de produits. Dans les laboratoires de CompuSense, des consommateurs sont payés pour goûter. L'objectif, trouver la combinaison d'ingrédients qui permet d'atteindre ce que l'industrie appelle le point d'extase, le bliss point. Le point d'extase est un niveau idéal d'ingrédients qui maximise le plaisir du consommateur et incite en lui une réaction positive. Et le sucre, avouons-le, est le plaisir coupable de la majorité d'entre nous. Le goût du sucre est programmé. Il ne laisse place à aucune ambiguïté. Mettez quelque chose de sucré sur la langue d'un bébé, il sourit. Mettez-y quelque chose d'amer, il grimace. Nous sommes programmés pour répondre positivement au sucré. Que ce soit pour rendre une sauce plus onctueuse ou un craquelin plus croquant, le sucre est encore l'ingrédient de choix. Il est très difficile de trouver un produit qui ne contienne pas de sucre, parce que même en quantité imperceptible au goût, le sucre a d'autres fonctions. Il ajoute du corps aux aliments. En prenant de plus en plus de place dans l'industrie de la transformation des aliments, le sucre est devenu un ingrédient qui vaut son pesant d'or. Bien, vous savez, le lobby du sucre, c'est un lobby qui est très, très, très puissant. Hein? Bien, lorsqu'on parle d'ingrédients en amont, on parle de milliards de dollars. Et ces milliards ne profitent pas seulement à l'industrie, mais à nous tous. L'or blanc fait fructifier notre bas de laine, la Caisse de dépôt et placement du Québec. Elle détient 3,385 milliards de dollars en actions dans 12 entreprises dont la rentabilité est grandement attribuable à la vente de produits sucrés. Notre dépendance au sucre nous rapporte gros, même si elle nous rend malades. Après la pause, tous les moyens sont bons pour nous vendre du sucre. On vient créer un lien affectif avec ce produit-là. Donc, le produit se positionne avec cet athlète-là qui l'endosse.
Combattre l'épidémie d'obésité au Mexique est un défi de taille. Vélo en libre service, gymnase en plein air, la ville de Mexico adopte un certain nombre d'initiatives pour contrer l'épidémie d'obésité. Cet appareil, pour stimuler l'activité physique, récompense son utilisateur d'un podomètre. Gracieuseté de la boisson sucrée Powerade. Le puissant embouteilleur n'est jamais loin. Le premier président à venir de l'opposition était Vicente Fox, mais avant, Vicente Fox était président de Coke au Mexique. Alejandro Calvillo Una, défenseur des droits des consommateurs. Nous savons que 70% des sucres ajoutés consommés par les Mexicains viennent de boissons sucrées, viennent de boissons contenant du sucre ajouté. La première chose à faire est donc de faire baisser la consommation de ce type de boisson. En janvier 2014, le gouvernement mexicain adopte une mesure agressive sous forme de taxe nationale. 10 % sur les boissons sucrées et 8 % sur la malbouffe, comme les croustilles, les biscuits, les bonbons et la crème glacée. La taxe est très importante parce qu'elle est le seul moyen de commencer à changer des comportements ancrés dans la population. Et comme en plus, ce type de boisson très sucrée crée un certain niveau de dépendance, il faut suffisamment augmenter son prix pour que l'alternative santé coûte moins cher que le produit qui est mauvais pour la santé. L'impact est immédiat. Les ventes de boissons sucrées baissent de 12 % en un an, 17 % chez les classes défavorisées. À la même époque, aux États-Unis, des tentatives de taxer les boissons sucrées échouent. Le maire de New York, Michael Bloomberg, homme d'affaires riche et respecté, perd la face devant l'industrie. Il veut interdire les gros formats de boissons gazeuses dans sa ville. Are you kidding me? Contestée par un front commun des commerces visés, la réglementation est invalidée par la Cour de l'État de New York 2 jours avant son entrée en vigueur. Plus d'une trentaine de municipalités américaines ont tenté de taxer les boissons gazeuses. La plupart des initiatives ont été contestées avec succès devant les tribunaux. Pourquoi démoniser un produit qui, pris avec modération, comme l'ensemble des produits, n'est pas du tout nocif à la santé? Donc, c'est dans ce sens-là que les compagnies se défendent. On n'acceptera pas de voir nos produits ciblés par une taxe injustifiée et puis, à notre sens, inefficace. On pense vraiment pas que de pénaliser les citoyens en rajoutant une taxe va avoir un impact significatif sur la santé publique. En plus de s'introduire dans nos aliments, le lobby du sucre prend les grands moyens pour infiltrer des organisations influentes auprès de l'opinion publique. L'industrie est contre la taxe et cherche à se donner une bonne image en faisant la promotion de l'activité physique. Coca-Cola est entre autres le principal commanditaire de Participation. On se retrouve dans un conflit éthique où ces organismes-là ont à cœur la santé de la population et un des principaux bailleurs de fonds va provenir de l'industrie agroalimentaire qui est un contributeur à la problématique qu'ils veulent régler, l'obésité. Vous savez, je m'inquiète de ces engagements avec l'industrie parce qu'ils font perdre le sens critique aux différents acteurs. Et ces acteurs sont impliqués dans le domaine de la santé publique. Il me semble que Participation pourrait prendre position contre les boissons pour sportifs, mais ils ne le font pas. If you've had a Coke in the last 82 years, you've had a hand in making every Olympic dream come true. Commanditer des événements sportifs comme les Jeux olympiques ou financer des athlètes professionnels est une autre stratégie de l'industrie qui ne fait pas l'unanimité. On vient créer un lien affectif avec ce produit-là parce que quand on regarde les Olympiques, c'est spectaculaire, il y a des émotions qui se font ressentir, puis ce sont tous des héros. Donc, le produit se positionne avec cet athlète-là qui l'endosse.
S'il existe une seule organisation avec laquelle il ne faut pas s'associer, c'est bien celle du sucre et de l'industrie des boissons sucrées. Leur but est d'avoir le rôle du bon gars. Martin-Pierre Pelletier n'est pas de cet avis. Le choix des compagnies de boissons de s'investir dans des initiatives qui visent à encourager le sport, c'est louable. Puis c'est dans ce sens-là que s'inscrivent aussi leurs efforts avec les groupes sociaux et communautaires. En flirtant aussi avec les milieux académiques et scientifiques, l'industrie excelle à lécher son image. L'Institut canadien du sucre, qui représente en fait les sucriers canadiens Redpath et Lantic, en est un bon exemple. Le sucre fait certainement partie d'une saine alimentation. Et le sucre est naturel. On le retrouve dans les fruits et les légumes, dans les produits laitiers et aussi dans la betterave à sucre et la canne à sucre, d'où provient notre sucre de table. The Canadian Sugar Institute is proud to present this Science of Food video. Sur leur site Internet, on retrouve un jeu questionnaire et même une vidéo destinée aux jeunes qui affirme que le sucre est naturel et donc inoffensif. What food is made through photosynthesis? Oh, Jonathan. Sugar. Show me sugar. That is correct. Notre rôle, c'est d'éduquer et communiquer de l'information qui repose sur une base scientifique. Pour influencer les diététistes, l'Institut du sucre leur envoie régulièrement des publications qui blanchissent la réputation du sucre. Si la nutritionniste ne s'informe pas de la source officielle, ça apparaît un document crédible. Donc, c'est de la publicité scientifique qui est envoyée directement à un public cible qui sont les nutritionnistes pour probablement espérer voir ces effets-là sur le terrain. Des fondations comme le European Hydration Institute et le Global Energy Balance Network sont des façades en apparence légitimes qui emploient des professionnels de la santé pour se donner de la crédibilité. Most of the focus in the popular media and in the scientific press is, oh, they're eating too much, blaming fast food, blaming sugary drinks, and so on. And there's really virtually no compelling evidence that that, in fact, is a cause. Vice-président du Global Energy Balance Network, le Dr Stephen Blair est professeur à l'Université de Caroline du Sud. Ses travaux ont entre autres contribué à définir la politique américaine en matière d'activité physique. Quand on voit des nutritionnistes ou des médecins s'associer à l'industrie pour participer à des CA ou des conseils de certains instituts, on vient donner une crédibilité à l'organisme avec ce professionnel-là. Mais nous, on observe que c'est un conflit d'intérêts majeur qui doit être déclaré. C'est ce qui est arrivé en novembre dernier lorsqu'on a appris que le Global Energy Balance Network était commandité en grande partie par Coca-Cola. À l'automne 2015, Coca-Cola est finalement contraint de faire la lumière sur les liens financiers qui la lient à d'innombrables études scientifiques et à des professionnels de la santé en publiant une liste de tous les bénéficiaires de son financement. À défaut de nous accorder une entrevue, Coca-Cola Canada nous envoie une déclaration. The Coca-Cola Company soutient depuis longtemps la recherche scientifique. Il est important pour nous que les chercheurs avec lesquels nous travaillons partagent leurs propres points de vue et résultats scientifiques, quels qu'ils soient, et qu'ils fassent preuve de transparence quant au financement que nous leur avons fourni. Ici au Canada, c'est du bout des lèvres que le nouveau gouvernement de Justin Trudeau se dit intéressé à taxer les boissons sucrées. Au Mexique, pourtant, les résultats sont si encourageants qu'on parle même de l'augmenter de 10 à 20 %. Nous croyons que 20 % serait un bien meilleur niveau pour réduire la consommation et ainsi faire une réelle différence. On n'a encore rien fait de tout ça au Canada. On n'a fait aucun de ces changements législatifs favorables. Et ce qu'on voit, c'est que le fardeau de la maladie continue de croître. Et ce n'est pas à la veille de changer. Pourquoi ça changerait? Et le temps presse. D'ici 2020, un Canadien sur 3 sera obèse. Tant et aussi longtemps qu'on va laisser l'industrie décider, elle, de ce qu'elle met dans ses produits, on va avoir n'importe quoi sur le marché.
Le jour où le gouvernement va décider de mettre en place des mesures précises pour dire qu'il y a des quantités de sucre maximales recommandées, par exemple, à mettre dans les biscuits, l'industrie va s'adapter puis va nous offrir des produits qui sont plus simples et qui vont répondre à nos besoins. Après la pause, notre collègue Alain Roy est avec nous. On accueille maintenant Alain Roy qui a préparé ce dossier. Bonsoir Alain. Bonsoir. Quand on regarde l'industrie, la façon dont elle se comporte, on peut se demander si elle doit craindre les poursuites de la part des consommateurs. C'est peu probable que ça arrive parce que le lien de cause à effet entre la surconsommation du sucre et les maladies dont on a discuté, comme le diabète, l'obésité, n'est pas aussi clairement établi parce que de nombreux autres facteurs impliqués. C'est pas comme c'était le cas avec la consommation du tabac et le cancer du poumon pour lequel c'était vraiment un lien direct. C'est pas le cas avec le sucre encore. Bon, on vit dans une époque, on le sait, où bien des choses nous sont dictées. Combien de verres de vin on a le droit de boire par semaine, combien de grammes de viande rouge on peut consommer. Alors, on peut se demander, le gouvernement, qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il va nous dire quels aliments sucrés éviter ou il choisira d'imposer une taxe, par exemple? Ni l'un ni l'autre, fort probablement, parce que l'État interventionniste n'est pas très populaire, déjà qu'il l'est beaucoup aux yeux de nombreux observateurs canadiens et autres qui s'objectent facilement à tout ça. Et la taxation, on est déjà beaucoup taxé. C'est pas très populaire, oui. Et là, on n'est pas en période d'élection, mais c'est vraiment pas populaire, en effet. Et pour le moment, ils préfèrent privilégier l'approche plus pacifique de prise de responsabilité de l'industrie, de campagne de responsabilisation et d'éducation pour la population. Et ils s'apprêtent à faire des modifications à l'étiquette des aliments transformés. Ils vont faire 2 modifications concernant le sucre. Alors, il s'agit de les comprendre, les interpréter. De les lire, surtout. De les lire puis les comprendre ensuite, oui, c'est ça. Effectivement. Merci beaucoup, Alain Roy. Merci. La semaine thématique du sucre à Radio-Canada se poursuit avec l'émission Second Regard en fin de semaine. Nos collègues vous ont préparé un reportage sur les conséquences de l'embonpoint de l'obésité chez les jeunes. Je me sens plus confiant et j'ai moins peur d'aller faire des affaires. Parce que avant, j'avais peur de faire bien des affaires, genre aller nager en corridor public. À cause de moi, là. Parce que je trouvais que je n'étais pas assez correct pour rentrer ici nous baigner. J'aimais mieux être chez du monde que je connaissais. L'émission Enquête est disponible en tout temps sur notre site Internet, sur YouTube et en rediffusion à la télé les samedis et dimanches. C'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête.